bien, chers amis téléspectateurs, merci infiniment de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée, AfroWeb TV, la chaîne de la diaspora à votre service. Nous recevons pour vous et chez vous aujourd'hui Monsieur Safiou Radji, un cadre du ministère des Affaires étrangères du Togo qui nous fait la gentillesse d'accepter notre invitation et de parler du guichet de la diaspora puisqu'il est le coordonnateur et nous le remercions pour cela. Alors, Monsieur Safiou Radji, qu'on reçoit depuis Lomé par Duplessis sur AfroWeb TV. Cela fait probablement 3 ans qu'on connaît le guichet de la diaspora. On a entendu parler des projets qui ont été enregistrés au cours de ces 3 premières années. On a promis également à tous les téléspectateurs et aux amis internautes de revenir en bonne et due forme sur ce sujet qui intéresse beaucoup la diaspora. Alors, Monsieur Safiou Radji, où en êtes-vous avec le guichet de la diaspora? Je vous remercie, Moïse, pour cette question. Je suis beaucoup plus serein pour le guichet diaspora parce que les fondamentaux sont vraiment en train d'être mis en place. Parce que quand l'autorité a mis en place cet outil, on est parti de rien. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment veiller à ce que l'autorité ait les résultats demandés, mais ne pas brûler les étapes. Parce qu'une structure de ce genre qui essaye d'aller trop vite peut créer d'autres difficultés. Donc, on a essayé de vraiment faire les choses. Et là, je parle vraiment, j'insiste sur la collaboration qu'il y a eu avec la Togo de l'extérieur, en l'occurrence, M. Charles Azinan. On a vraiment veillé à ce que, au-delà du guichet diaspora, la maison de la diaspora, vraiment la maison des Togolais de l'extérieur. C'était ça l'objectif premier, qui n'est pas seulement symbolique, parce que la symbolique de la maison, c'est quelque chose de très fort dans notre culture. Il fallait, au niveau de la maison de la diaspora, à travers le guichet, mais aussi à travers le cabinet du haut conseil extérieur, prouver que le Togolais de l'extérieur qui vient à Lomé, qui a besoin d'une assistance, on peut y répondre. On peut y répondre, de bout en bout. Que ce soit pour des questions administratives qui, c'est vrai, c'est ce qui fait souvent le quotidien des uns et des autres. Beaucoup de gens rentrent même spécialement pour des questions de réalisation de leurs documents administratifs. Donc, on se devait d'avoir une réponse adaptée à ce problème spécifique. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent témoigner de ce que quand ils sont venus à Lomé, en passant par le guichet diaspora, on a pu leur apporter l'assistance qu'il faut. En passant par la direction des Togolais de l'extérieur, on a pu leur apporter l'assistance qu'il faut pour qu'ils puissent avoir gain de cause. Il y a 2 éléments qu'on est pour illustrer le fait que les lignes ont bougé. Un, aujourd'hui, au niveau du guichet de la direction générale de la documentation nationale, quand vous rentrez dans l'espace où se fait l'enrôlement, vous avez un guichet diaspora qui vous permet, lorsque cette mention est faite sur d'autres documents, de bénéficier d'un délai réduit à 10 jours. Alors que, en principe, la moyenne pour faire son passeport, c'est 1 mois. Donc ça, c'est un acquis. Le deuxième exemple de choses que je voudrais donner, c'est que beaucoup de personnes qui avaient besoin de documents administratifs en dehors du passeport et qui étaient obligés de faire vraiment des chemins de croix pour arriver administratif à réussir à régler leurs problèmes, on les a aidés à raccourcir les délais puisqu'on a pu mettre en place des relations directes avec des points focaux au point des administrations qui sont concernées, soit au niveau de la direction générale de la nationalité, soit au niveau du palais de justice. Toutes ces instances-là qui interviennent au processus d'élaboration des documents administratifs font l'objet maintenant de points focaux mis en place par l'autorité, comme ça a été mis en place au niveau des ministères, afin que quand on a une préoccupation, on puisse s'appuyer sur eux pour trouver des solutions dans un délai raisonnable pour les Togolais de l'extérieur qui sont de passe. Mais ça, c'est le volet que je qualifierais de basique dans notre activité. Et c'est ce que nous faisons à la fois le guichet diaspora, mais aussi le Haut Conseil Togolais de l'extérieur et également la direction des Togolais de l'extérieur. Mais ce qui est spécifique au guichet diaspora, c'est l'accompagnement des projets. C'est la capacité, quand quelqu'un amène un projet, à l'aider de bout en bout. Pour que les personnes qui arrivent au pays en marchant sur la pointe de pied se sentent un peu en confiance, se sentent un peu rassurées sur le fait que la question de la faisabilité peut être réglée autrement que par des tentatives hasardeuses qui souvent aboutissaient à des frustrations. Donc, nous, notre objectif, c'est de généraliser cette approche-là dans la manière dont les gens, quand ils viennent pour faire des projets, ils ont un cadre balisé avec des procédures
qu'on a bien définis pour les aider à aller vite, des entrées et des contacts qu'on a bien définis pour les aider à faire les choses dans un délai relativement court. Et puis surtout, une fois que les projets sont initiés, on les accompagne aussi à régler les problèmes qui se posent, que ce soit des problèmes de financement, que ce soit des problèmes avec l'OTR, que ce soit des problèmes administratifs, toutes sortes de difficultés que peut avoir une entreprise dans la vie de son parcours. Nous sommes habilités à Foucault, que l'autorité a fait désigner au niveau des instances qui interviennent dans le domaine, à faire en sorte que toutes les demandes de la diaspora puissent être satisfaites. Tout à l'heure, je reviendrai sur des exemples concrets pour illustrer mon propos, mais je voulais juste déjà planter le décor en disant, on a un socle, parce que c'est ce qui vient de manière récurrente, et il fallait répondre à ce besoin, qui sont les besoins administratifs, les besoins de documentation administrative, mais le cœur du réacteur qu'est le guichet diaspora, c'est de répondre aux besoins d'accompagnement, aux besoins d'assistance, aux besoins même d'expertise en matière de mise en œuvre de projets au Togo. Monsieur Safiou Radji, vous êtes avec nous pour cette émission et vous savez que c'est une émission interactive. Nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour, bonsoir. Rebonjour, monsieur Safiou. Désolé d'avoir écorché votre nom tout à l'heure. Je m'en excuse, mais je me permets de revenir, monsieur Safiou, parce que je suis fort embêté. Excusez-moi, je suis sur un quai. Je suis fort embêté de vous entendre. Excusez-moi l'expression, je n'ai pas trouvé mieux, nier la réalité. Comment voudrez-vous soutenir qu'il n'y a pas eu de couac alors que vous reconnaissez vous-même que des gens qui ont une saturation au niveau de l'outil informatique? Comment voudrez-vous soutenir qu'il n'y a pas eu de couac alors que vous reconnaissez vous-même qu'il y a des choses qui devraient être améliorées à l'avenir et que des recours ont été introduits? C'est ma première question. Oui, ma deuxième question, monsieur Rafiou. Monsieur Philippe Amedodi, oui. On vient de finir la première partie concernant les élections du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Et je ne sais pas si monsieur Radji va vous répondre, mais nous parlons maintenant du guichet de la diaspora. Allez-y pour votre seconde question. Pour ma seconde question. Allez-y. Allez-y, on vous écoute. Pour ma seconde question, moi j'aimerais dire ceci. J'ai comme l'impression que monsieur Safiou a du mal à cerner ce que la diaspora togolaise attend des autorités publiques. Parce que tout ce qu'il dit qu'ils font au niveau du guichet diaspora, ben, c'est marginal par rapport aux attentes de la diaspora. Est-ce qu'en tant que scientifique, il ne serait pas judicieux de marquer un arrêt pour aller comprendre ce que la diaspora attend réellement des autorités publiques? Monsieur Safiou, savez-vous les raisons qui motivent le retour au pays en dehors des périodes de vacances de 60% des Togolais de la diaspora? Est-ce que vous ne pouvez pas faire l'effort de comprendre les besoins avant d'aller essayer de nous trouver des solutions? Parce que ce que vous êtes en train de dire là, je suis désolé, vous dites que vous ne faites pas de la politique, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Vous êtes en train d'inventer, de pousser des solutions dont la diaspora n'a pas besoin. Vous parlez par exemple du guichet de la diaspora. Est-ce que vous savez que les Togolais de la diaspora souhaiteraient investir au Togo autrement que la façon dont on ne peut pas, depuis nos lieux de la diaspora, rentrer en aventure au Togo? Donc approchez-vous, ayez au moins l'humilité intellectuelle de vous rapprocher de la diaspora, menez des enquêtes. Ne vous limitez pas seulement à vos amis ou à des personnes, bon, excusez-moi l'expression, des gens qui sont nommés au niveau du Haut Conseil des Togolais de la diaspora. Sortez un peu de votre cocon, ça ferait du bien à tout le monde. Vous savez, M. Safiou, et je termine par là. J'ai eu un échange avec vous très très courtois. Sincèrement, j'aimerais garder de vous l'idée d'un Togolais qui est... Un petit problème de connexion avec monsieur Philippe Amedodi. Alors, notre invité aujourd'hui, c'est monsieur Safiou Radji, le
Ouais, allez-y. Oui, désolé, je vais vous couper, Oui, mais on a je du mal à termine. vous écouter. Monsieur Safiou, ne restez pas seulement, vous avez du mal à m'écouter, Oui, juste 10 ne secondes, restez monsieur pas Philippe seulement, Amidodji. ne restez, monsieur Safiou, ne restez pas seulement à dire que tout ce qui se raconte, toutes les critiques qu'on vous porte sont injustifiées. S'il vous plaît, un scientifique, un homme rigoureux n'agit pas comme cela. Ne défendez pas uniquement votre pain. Essayez de travailler pour l'intérêt général. Ça vous grandira. Merci. Merci. Je pense que c'est ce que M. Safiou a commencé par faire depuis qu'il est en charge du guichet de la diaspora au ministère des Affaires étrangères. Mais je vais lui laisser lui-même la charge de répondre à vos inquiétudes. M. Safiou Radji, voulez-vous répondre à ces questions de M. Philippe Amidodji? Donc, je vous remercie beaucoup de me donner la possibilité de répondre à un certain nombre de choses qui vont aussi être aussi de ma part un travail de pédagogie. D'abord, le premier point que je voudrais soulever, c'est que pour un peu mon modeste parcours sur cette question, on peut au moins reconnaître, là, qu'on a en public, je suis vraiment à l'écoute. Donc, venir affirmer qu'on fait des choses en vase clos ou avec des amis, etc., en ce qui concerne la diaspora, c'est méconnaître complètement mon parcours. Et je vais faire un rappel pour démontrer que j'ai fait ce qu'il faut avant d'oser aller proposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Avant de s'attacher à la question de la diaspora pour le Togo, j'ai d'abord pris l'initiative avec un autre Togolais qui s'appelle Didier Arqueté de créer le cabinet Afrique Search, qui est resté pionnier en matière d'accompagnement de la diaspora, de compétences sur le continent, pas seulement au Togo. Donc, me faire pas chercher les questions des retours, je trouve que c'est un peu... La deuxième chose que je voudrais répondre sur le fond, c'est que dans le même que le gouvernement a utilisé pour faire le recensement, il y avait une partie qui incluait une enquête sur les motivations de retour. Ça faisait partie des demandes qu'on avait faites. Donc là encore, c'est méconnaître le travail qui est fait que de dire qu'on ne cherche pas à connaître les besoins réels de la diaspora. En dehors de ça, nous-mêmes, nous faisons des enquêtes de temps en temps. Le Haut Conseil aussi en a fait pour à chaque fois c'est des besoins réels de la diaspora. Même la mise en place du guichet diaspora est le résultat d'une démarche scientifique qui a été faite pour savoir quel est l'instrument qui pourrait répondre le mieux à la demande de la diaspora, aux demandes de la diaspora au pluriel. Donc, soit on méconnaît ce qui se fait, ce qui existe sur le travail du gouvernement depuis la feuille de route gouvernementale en faveur de la diaspora en 2019, soit on a d'autres fonds qu'on fait des affirmations gratuites ou péremptoires. Mais ce sont la diaspora, c'est que quand les membres de la diaspora viennent du guichet diaspora, première chose, c'est qu'ils ont des besoins. C'est le premier acte de contact au niveau de la maison de la diaspora et du guichet diaspora. Donc, en dehors du travail qui a été fait en amont, tous les jours, nous enrichissons notre connaissance des besoins de la diaspora. Je peux dire pour démontrer et m'inscrire en faux, selon lequel je parle de la diaspora pour savoir. Et on sait aussi les délégués pays puissants pour donner des informations sur les besoins de la diaspora. Maintenant, sur le dernier point, qui dit qu'il ne fonde que son camp. Je n'aime pas trop répondre à ce genre de questions pour la simple raison que une des particularités qu'on me reconnaît dans mon parcours, c'est
de liberté d'esprit qui me coûte assez pour pouvoir le dire, franchement comme ça. Donc, le plus mauvais procès qu'on peut me faire, c'est de dire que je choisis tel ou tel camp. Je sers un gouvernement, et c'est normal. J'ai fait le choix de venir aider mon pays, donc je sers un État. Un pays où il y a un État de droit, c'est celui-là que j'ai choisi de servir. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a choisi un camp. Bien au contraire. Sinon, on n'aurait pas réuni, comme je vous le disais tout à l'heure, dans notre travail, grâce au professeur Robert Doucet, 15% à 20% des personnes qui peuvent voter pour participer à un processus électoral. On est vraiment dans un processus qui a toujours été inclusif. Et même quand les gens n'étaient pas d'accord avec nous, on passait tout notre temps à les convaincre. Tout le monde a assisté à tous les échanges qu'on a eus pendant le recensement. Surtout le directeur Azilan et le président Atisso et moi. On n'a éludé aucune question. Et donc, on ne peut pas affirmer comme ça, de manière qu'on choisit tel camp ou qu'on ne sait pas d'écouter la diaspora. C'est peut-être le travail qu'on fait tous les jours au niveau des équipes qui travaillent auprès du ministre. Et quand on ne le fait pas, il nous le rappelle qu'on est là pour servir d'abord la diaspora. Lui-même, dans ses études, c'est ce qu'il ne cesse de répéter. Donc, c'est un procès qu'on ne peut pas nous faire. C'est pour ça que je suis très véhément là-dessus, parce qu'on peut nous reprocher tout, sauf l'inclusivité, sauf l'ouverture, sauf l'écoute et l'attention qu'on porte vis-à-vis de la diaspora. Et l'on le voit aussi par rapport à la manière dont le Haut Conseil, par exemple, défend la diaspora tous les jours. Comment on peut défendre les gens qu'on n'écoute pas assez? Comment on peut défendre les gens qu'on ne comprend pas assez? Donc, c'est juste un procès d'intention. Ça ne correspond nullement à la réalité de ce que vit la diaspora, ni de ce que vit le pays. Je vous parlerai tout à l'heure des choses concrètes qui se passent, qui démontrent que la diaspora, pendant ce temps-là, est sur le terrain, est dans le réel. Merci, monsieur Safio Radji. Nous allons recevoir notre téléspectateur. Téléspectateur, vous avez 2 minutes pour votre question. Bonjour, bonsoir. Bonjour Moïse, bonjour monsieur Safio. Je suis monsieur Aglago, j'appelle de la France. Bon, je viens de rentrer dans l'émission. Je ne sais pas si ma question a été déjà posée, mais permettez-moi quand même de la poser. Même avant et après la proclamation des résultats, plusieurs compatriotes de la diaspora ont demandé la liste électorale. Même si les noms ne seront pas affichés, au moins savoir le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale. Jusqu'à présent, cette liste n'a pas été à la disposition de la diaspora. Même après la proclamation des résultats, on a juste vu les pourcentages affichés. Mais même les candidats élus veulent savoir combien d'électeurs ont voté pour eux. Donc, il faudrait que la commission électorale se penche sur ce sujet très important parce que on ne peut pas faire une élection sans savoir le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, ni savoir le nombre de votants, ni savoir le nombre de personnes qui se sont abstenues. Donc, c'est vraiment vague. Donc, j'espère que M. Safiou nous donnera une réponse et qui servira aussi à toute la diaspora. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous de nous avoir appelés. On a terminé déjà la première partie de cette émission. C'est à M. Safiou de décider s'il va répondre à votre question ou pas. Et pour l'heure, je voudrais dire à tous les téléspectateurs d'aborder avec nous le sujet sur le guichet diaspora qui intéresse beaucoup plus aussi la diaspora. Alors, vous allez nous excuser puisque nous sommes en deuxième partie et le temps d'antenne est un peu limité. Alors, monsieur Safio Radji, si vous voulez répondre, à vous d'en décider ou carrément on continue l'émission sur le guichet diaspora. Non, en fait, je ne peux pas éluder cette que c'est juste une répétition d'une question à laquelle l'interlocuteur n'a pas assisté quand j'ai répondu. Je rappellerai simplement qu'en 2019, il y a eu une publication des résultats détaillés pays par pays, circonscription par circonscription, candidat par candidat. Ce même tableau sera publié sur le site et il pourra donc s'y référer pour avoir les informations dont il parle tout à l'heure.
On l'a fait en 2019, on le fera en 2022 aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci, M. Safiou Radji. Permettez-nous encore une fois de vous... Voilà ce que je peux donner comme réponse courte avancer dans l'émission. Merci beaucoup. Alors, quelles ont été les motivations pour la mise en place du guichet de la diaspora et pour quelle finalité? Monsieur Safiou, vous êtes avec nous? Monsieur En Radji, termes de motivation, il faut d'abord dire que vous m'entendez? oui, on vous écoute très bien. Il y a seulement la connexion qui bug chez vous, mais allez-y, on vous écoute 5 sur 5. C'est le réseau, hein. Mes excuses. Il n'y a pas de problème, allez-y donc. Donc, je disais que en termes de justification, il faut savoir d'abord que après, une fois qu'on a la question des besoins administratifs, la première préoccupation, c'est peut être utile, comment je peux faire chose le domaine où on arrive à avoir le consensus et à bien s'entendre, que ce soit du côté de la diaspora ou du côté du pays, du gouvernement, de la société civile ou toutes les couches de la population, c'est sur la question du développement. Et pendant longtemps, l'idée pour nous, c'était de voir, une fois qu'on a répondu à la demande de la diaspora concernant la mise en place des préoccupations, y compris derrière, voir comment on peut aider sur le domaine économique dans la question par rapport au développement du pays. Puisque là-dessus, un consensus citoyen, où qu'il soit dans le monde, veut participer au processus de développement de son pays d'origine. C'est paradoxal, mais c'est quand on est loin qu'on sent le plus le besoin d'être utile à son pays. C'est vraiment quelque chose que nous vivons tous quand on vit à l'extérieur. Donc, l'autorité a souhaité mettre en place un outil très souple, mais dans laquelle les expertises pour pouvoir répondre au défi d'accompagnement des projets. La finalité, c'était d'abord à besoin de la diaspora réaliser des projets d'un guichet ou et ainsi tout le tralala qu'ils faisaient avant, tout le travail avant, ils amenaient un projet, concrétiser ce projet. Et ça passe par d'abord, on soit en situation, quand les projets arrivent, d'identifier les interlocuteurs clés dont le projet a besoin pour être mis en œuvre. Et à ce titre, je voudrais saluer le fait que le ministère, son excellence professeur Robert Doucet, a veillé à désigner chaque ministère et dans chaque administration importante pour la mise en œuvre des projets de développement, que ce soit social ou économique. On a des points. Ce qui fait que quand un projet arrive et qu'on a fait des interlocuteurs dont on a besoin, rapidement, auprès du projet, toute l'assistance dont le projet a besoin pour sa mise en œuvre, pour sa concrétisation. C'est ça l'enjeu qu'il y avait derrière la création du guichet diaspora. Et c'est aussi ça qui permet au guichet diaspora de commencer à avoir des résultats, expérimenter l'accompagnement. En parle. Même certaines personnes qui ont réalisé des projets au Togo viennent chez Diaspora pour être accompagnés dans le développement principal du guichet Diaspora. Monsieur Radji, comment est-ce que vous vous organisez au niveau du guichet Diaspora? Monsieur Safiou Radji, vous nous écoutez? Notre organisation est vraiment de type privé, de cabinet, parce que j'ai... Oui, je vous entends très bien. Allez-y, 5 sur 5, on y va. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute 5 sur 5. Allez-y donc.
beaucoup. Donc, je disais en réponse à votre question que nous sommes organisés, nous sommes d'assistance. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des compétences dans le cabinet, dans la structure, dans le guichet qui permettent de répondre à des besoins bien identifiés. On sait les domaines dans lesquels notre pays a besoin des compétences, a besoin des expertises. D'abord, un point qui est censé, ces compétences-là, et vers les départements. Et à ce titre, je voudrais un projet qui est en cours de préparation à Bad, qui vise en fait à faire en sorte que ces compétences togolaises, qu'on puisse voir comment on peut les encourager, les inciter à rentrer au pays et donc éviter le recours à des expatriés. Donc ça, c'est une des missions dont s'occupe le guichet diaspora, la capacité à compétence. Il y a aussi un pôle qui s'occupe de tout ce qui est une personne qui a besoin de faire, mettre en forme, avoir un business plan, avoir une documentation, une capacité de projet, cette mise en œuvre. On a une assistance qu'on apporte dans un qui s'appelle un pôle projet. Et puis il y a un troisième pôle qui est vraiment d'accompagnement, d'assistance par rapport au projet. C'est-à-dire qu'une fois que les projets sont formalisés, avec un budget, tout ce qui est pouvoir, un projet qui tient la route, comment on fait pour accompagner la mise en œuvre, que ce soit pour les orienter, pour aller vers le CFE, ensuite faire les formalités auprès de l'OTR, ensuite les aider pour qu'ils puissent aller vite dans les relations avec les banques sur lesquelles on est en train de préparer le fait qu'on va avoir bientôt un certain nombre de facilitations dans l'accès au financement. Même au niveau de l'administration, un certain nombre de facilitations seront obtenues, notamment que ce soit pour les gens qui amènent des projets du type ONG qui veulent aider dans le domaine de la santé, de l'éducation ou d'autres domaines où le social aussi est un appui important pour le pays. Ce troisième pôle, sur cet accompagnement, cette assistance. Et pilote ce pôle d'accompagnement. Les deux autres pôles, pour l'un à mon coordonnateur et pour l'autre personne qu'on a recrutée pour piloter cette partie-là de notre cabinet. Donc, on fonctionne vraiment dans un mode de type cabinet avec des obligations de résultats, une traçabilité sur tous les projets. Quand un projet arrive, il est identifié et son parcours, le workflow au niveau du cabinet est suivi en temps réel. À tout moment, on peut savoir où est-ce qu'on en est pour tel projet, où est-ce qu'on en est au niveau de l'accompagnement et pouvoir rendre compte en temps réel, puisque tout ce que nous faisons est placé directement sous la supervision de l'autorité, sont faits de manière la plus rigoureuse possible avec des résultats probants. Voilà notre organisation s'attend. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que en termes de police, on a quelques exemples de projets qui montrent la diversité et le fait que le faisceau est assez large. On peut s'occuper, qui consiste simplement à aider à créer un cabinet de consulting, comme on l'a fait pour un certain nombre de compatriotes qui viennent de France ou des États-Unis pour créer leur cabinet d'études, de conseils, d'assistance. Comme on peut aussi s'occuper de la préparation de la mise en place future d'une usine, la première usine en Afrique de l'Ouest, fabriquer des intrants, des anneaux au Togo. Donc la palette est assez large. Et entre les, on s'occupe de l'assistance des projets de développement local, que ce soit en termes de port direct d'établissement scolaire, les dons que les gens peuvent faire dans les établissements, dans les institutions sanitaires, les dons que veulent faire la diaspora, notamment le fait de restaurer, d'améliorer le fonctionnement ou l'état de festivité de la rénovation des établissements dans leur milieu d'origine. Tous ces projets-là font partie de la palette, de la gamme que le guichet prend en charge et fait au quotidien. À côté de ça, nous faisons aussi, en termes d'activités récurrentes, l'accompagnement en termes de communication de tous ces projets. Parce que si les projets ne sont pas assez mis en avant comme étant des projets portés par la diaspora, le pays ne voit pas réellement l'impact que la diaspora apporte. Et à ce titre, je voudrais dire que la diaspora elle-même doit commencer à voir mieux ce qu'elle apporte comme contribution et en tirer la reconnaissance que le pays lui reconnaît, lui donne. Parce que quand on apporte 8% du PIB en termes de transferts financiers et peut-être le double si on prend les transferts informels, on a un poids
on a un poids qui doit compter dans le pays. Et l'enjeu, à travers les projets de développement, c'est d'ajouter à cette couche d'investissement de la diaspora, mais qui va dans le sens plutôt de ce qu'on peut appeler une sécurité sociale solidaire, d'ajouter à ça investissement, une composante développement qui réellement va se voir de plus en plus. Et il y a des domaines où c'est déjà perceptible. Si vous faites le tour de la capitale à Lomé, dans n'importe quel quartier, on peut vous identifier le nombre de maisons, le nombre de villas qui sont construites par des gens qui sont de la diaspora. Et ça, c'est un fait. C'est un fait que la diaspora aide à loger une part non négligeable des Togolais qui vivent dans la capitale. Mais alors, combien de projets au total avez-vous déjà réalisés? Aussi mesurer par des mois déjà réaliser, c'est pour réaliser les projets, c'est pour les projets. Une cinquantaine. Alors, quels sont les domaines de prédilection dans lesquels le guichet diaspora a déjà intervenu tout au long donc, des premières, ou soit au cours des 3 premières années? Monsieur Radi, vous êtes avec nous? Nous recevons dans notre émission aujourd'hui Monsieur Radi, le coordonnateur de guichet diaspora. On a un petit problème de connexion avec Monsieur Radi. Monsieur Radi, vous nous écoutez très bien? La connexion est revenue. Je vous entends, c'est peut-être la connexion qui me fait défaut. Oui, on vous écoute très bien maintenant, allez-y. Donc, je reprends. Je disais que même si nous travaillons avec toute l'équipe de la direction togolaise de l'extérieur et le HTCE depuis maintenant 3 ans, il faut dire que le guichet diaspora date de moi ici. Maintenant, ce que je voudrais dire sur cette période-là, en ce qui concerne les dans laquelle on a eu tout à l'heure, activité qui vraiment fait l'objet de manière assez simple de l'entreprise diaspora, c'est produire ce que l'on fait dans son pays de résidence ou du pays d'origine. Donc, c'est tout le corps d'activité en profession libérale, que ce soit les médecins, que ce soit les architectes, que ce soit les mathématiciens, les consultants qui travaillent et qui ont une certaine capacité à entreprendre à l'extérieur, viennent créer des succursales de présentation de leur structure au Togo. Donc, le domaine du conseil et de l'expertise technique est un premier domaine de prédilection. Le deuxième domaine que je peux évoquer, c'est l'agriculture, où vraiment un certain nombre de membres de la diaspora ont compris l'enjeu de l'agriculture au Togo avec les agropoles et tous les projets qui sont mis en place, notamment dans le domaine de la transformation que l'on veut vraiment accélérer dans le pays. Il y a pas mal de projets aussi qui viennent dans le domaine agricole, notamment le projet de la filière d'engrais bio dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi des projets vraiment de développement agricole avec des personnes qui prennent des terres sur lesquelles ils cultivent notamment le soja, pour ne citer que ça. Donc, c'est aussi un deuxième domaine de prédilection des personnes qui viennent intervenir au niveau de la diaspora. Après, vous avez aussi tout ce qui concerne le numérique, le digital, où beaucoup de Togolais essaient à l'extérieur et viennent donc créer sur place des fintech ou participent à l'élaboration d'un certain nombre de projets importants. Je peux citer l'exemple d'un Togolais de l'extérieur qui vient en France, qui participe actuellement à un des projets de modernisation, de formation du port autonome de Lomé. Donc, ce sont vraiment des projets qui apportent une plus-value à l'économie, au développement du pays. Et puis, le dernier domaine que je peux citer qui attire ou qui intéresse la diaspora, c'est tout ce qui touche à la logistique, que ce soit en matière de fret aérien, de fret maritime, etc., qui sont des domaines aussi très porteurs dans notre pays, qui veut être aussi un hub logistique avec une capacité à vraiment drainer vers le Togo beaucoup de projets, beaucoup de produits qui vont aller vers les 350 millions de consommateurs. Il y a beaucoup de Togolais aussi qui se mettent sur ce créneau de la logistique. Et puis, il y a un dernier volet qui existait déjà, mais qui est en cours aussi de structuration qui concerne import-export. Mais dans des domaines bien parce qu'ils ne veulent pas se disperser, ils aident à accompagner l'importation ou le fait de faire venir des transferts de compétences, notamment dans le domaine ou du numérique ou
l'expertise de la diaspora est aussi reconnue, puisque souvent, ils ont travaillé dans les télécoms au Togo avant de partir à l'extérieur, et quand ils partent, ils reviennent avec ce qu'il y a de plus pointu, parce qu'ils connaissent réellement bien les besoins du Togo. Et pour ne citer que l'exemple des VP, le VP AMA, qui a créé une société au Togo, qui est un exemple, qui est une fierté au niveau de la diaspora, et qui s'est fait une place en matière d'équipement télécom, et qui prouve le fait que l'opportunité, il y a des capacités à réellement concrétiser des projets assez ambitieux à l'échelle du Togo, voire à l'échelle de la région. Je suis un peu long pour vraiment illustrer le fait qu'il se passe réellement quelque chose dans ce domaine grâce à la diaspora, pour la diaspora et pour le Togo. Alors, quelle est l'implication du guichet diaspora dans l'économie et dans le développement de notre pays, le Togo? En fait, je préfère qu'on parle plutôt de l'implication de la diaspora, parce que le guichet diaspora n'est qu'un parmi d'autres, à côté d'autres, pour participer à l'accélération, à l'amplification de tout ce que le gouvernement fait déjà d'important dans plusieurs domaines. Parce que le guichet diaspora n'est qu'un instrument parmi d'autres. Nos missions diplomatiques et consulaires sont un autre instrument qui participe à cette capacité de jouer, à faire jouer notre pays, à faire venir, parmi lesquels figure la diaspora. Vous avez aussi les délégués de pays dans différents pays aussi qui jouent ce rôle de promoteur que c'est très intéressant, c'est très attractif de créer ou d'investir au Togo. Et puis vous avez aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais beaucoup de structures de coopératives professionnelles, de corporations professionnelles qui aujourd'hui jouent le rôle réellement d'accompagnateurs en matière de portage de projets, de mise en œuvre de projets. Chambre de commerce, par exemple, je parle de l'AGET au Togo, qui sont des instances qui ont, ou du patron des instances qui ont vraiment décidé activement de porter la capacité des porteurs de projets à les mettre en œuvre au Togo. Donc, c'est pas que le guichet à cette initiative d'amplifier sur l'extérieur en termes d'investissement, en termes d'implication dans le pays. Quelles sont vos ambitions au guichet diaspora, Monsieur Radi? En fait, il y a dans les projets qu'on travaille actuellement, sans dévoiler le secret, puisque ça a fait l'objet d'une présentation de plan d'action sur 3 ans. Je vais donc énumérer qui vont d'éducation sur la vision que porte notre ministre, son Excellence, professeur Robert Dussé. Une des prochains instruments importants sur lesquels on travaille, c'est la mise en place d'un fonds dédié au portage des projets économiques de la diaspora. C'est vraiment un chantier important pour l'autorité et on travaille ardemment là-dessus, d'autant plus que nous réfléchissons aussi en parallèle au fait qu'on va participer aux travaux qui vont aboutir à la mise en place au Togo d'un fonds de garde dans le dossier activement la diaspora. D'ailleurs, j'ai oublié de citer tout à l'heure l'immobilier comme étant un des secteurs sur lesquels nous travaillons énormément. Le deuxième projet que je peux citer, c'est en place d'un incubateur. Un incubateur pour porter vraiment des projets que les membres de la diaspora viennent réaliser. Comme ils ne peuvent pas rester sur place eux-mêmes pour piloter des projets, qu'on puisse leur proposer une qui leur permet, tout en restant à l'extérieur, en ayant des pouvoirs sur place, de piloter leurs projets sans avoir l'obligation de venir s'installer au Togo, mais de faire des allers-retours. Parce que ça correspond à un profil d'investisseur potentiel qu'on a identifié, qu'on veut aider à agir, à intervenir, tout en gardant la souplesse qu'ils veulent de pouvoir faire des allers-retours. Il y a aussi ce projet d'observatoire qui est très important pour la diaspora et le guichet diaspora et le ministère même dans son ensemble, qui vise en fait à avoir une capacité à mieux maîtriser les contributions de la diaspora au développement de notre pays. Donc, je citais tout à l'heure ce que la diaspora apporte en termes de transfert, 8% du PIB. Je n'ai pas encore pu avoir l'occasion de chiffrer les apports en termes de logement mis à la disposition pour la population togolaise dans son ensemble. On n'a pas encore chiffré non plus un certain nombre de réalisations qui existent aujourd'hui sur le terrain, parce qu'on a lancé l'enquête, mais les données ne sont pas encore consolidées. Et à ce titre, on a fait d'ailleurs le même exercice au niveau de la mise à jour du plan décennal de l'agenda 2063 pour l'Union africaine. Donc, tous ces éléments-là vont permettre, avec l'Observatoire, de mieux connaître les contributions de la diaspora, mais aussi de mieux valoriser
ces apports, contributions de la diaspora. C'est aussi à travers cette reconnaissance nationale réaffirmée de notre pays que la diaspora va se sentir mieux à sa place, mieux mis à sa place et mieux mise en valeur. Le Togo fait déjà beaucoup pour la reconnaissance de la diaspora à travers, comme vous le savez, l'événement Réussite Diaspora. Mais on veut, dans le domaine économique aussi, arriver avec l'Observatoire à faire sortir des champions économiques en matière de diaspora sur le terrain à travers les projets assez édifiants qu'ils vont mettre en œuvre et qui permettent de démontrer leur capacité aussi à contribuer au développement du pays en créant des emplois, en participant à la croissance et à la diversification du développement de notre pays. Monsieur Radji, que devons-nous retenir du guichet diaspora? Que c'est peut-être l'instrument qui va créer à terme les vrais résultats qui démontrent l'implication de la diaspora dans ce pays. C'est vraiment l'ambition du ministre professeur Robert Dussey que je remercie pour vraiment avoir accordé la confiance de piloter cette structure inédite. Si on arrive dans 3 ans, dans les 3 prochaines années, à faire de cet outil l'organe va permettre de mobiliser, de créer un courant d'investissement vers le pays, on aura réussi à ajouter une plus-value à ce qui était déjà fait par rapport du gouvernement. Salue les initiatives en Fora, mais aussi ce qui est par des projets qui sont sur le terrain. Pas le passé, mais ils sont nombreux à être actifs dans plusieurs domaines et là veut être aussi le relais, le porte-voix de ça aux côtés du Haut Conseil de l'extérieur qui le fait déjà beaucoup de parler de ce que fait la diaspora, des réalisations de la diaspora. Et comme je le disais, tout ça fera l'objet de publications qui vont permettre de voir à la fois en termes de diversité de domaines d'action, en termes d'investissement, d'emploi créé, en termes d'autres impacts qu'il y a dans le pays grâce aux actions et aux diasporas qui restent un des acteurs stratégiques du développement et du progrès dans notre pays. Nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Notre invité, M. Safiou Radji, coordonnateur du guichet diaspora. M. Radji, quel sera votre mot de fin ou votre conclusion pour cette émission? M. Radji ne nous écoute pas. M. Radji, est-ce que vous nous écoutez? Vous dis un grand merci pour avoir donné l'opportunité de porter. Si je suis là, oui, je vous entends, parce que c'est toujours le réseau qui me fait. Vous m'entendez mieux maintenant? On vous écoute très bien, 5 sur 5. Allez-y pour votre conclusion. Donc, je disais que je me dois d'abord de vous remercier pour l'initiative de cette émission qui s'inscrit dans un contexte assez particulier, vous le reconnaîtrez. Et le devoir que j'avais, c'était d'essayer de répondre dans la mesure de mes capacités au sujet qui était abordé. Donc, je reconnais les bien fondés. Toutes les questions sont les bienvenues quand il s'agit de la diaspora, puisqu'on sait que notre diaspora est une diaspora exigeante, engagée. Donc, on se doit d'être capable de répondre aux questions les plus difficiles, les plus complexes. Donc, j'ai essayé humblement de faire ce que je peux pour traiter toutes les questions, n'éluder aucune. Donc, je vous remercie d'avoir permis cet exercice. Et puis, je voudrais aussi remercier l'audition, l'ensemble des membres de la diaspora qui ont suivi cette émission, parce que c'est aussi la preuve du fait qu'ils s'intéressent à ce qui se passe dans le pays pour la diaspora. Et cet engagement aussi s'est vu dans les résultats de l'élection en ce qui concerne la participation. Les personnes qui se sont inscrites ont participé au vote. Donc, c'est aussi un indicateur qui nous permet d'être optimistes sur ce qui se fait et ce que nous essayons de faire. Et ça n'empêche pas d'être ouvert, de garder nos portes ouvertes, d'être à tout moment en situation d'écouter, de laisser la possibilité toujours à la diaspora de s'exprimer. Dans une des émissions qu'on a eues précédemment, j'ai proposé aux personnes qui ne se sentaient pas assez écoutées ou assez entendues de se rapprocher de nous pour qu'on mette en place une plateforme où ils pourront s'exprimer directement auprès de l'autorité. Et nous, on se fera un devoir à travers cette plateforme de remonter les propositions qui sont faites. Une chose dont je peux témoigner depuis que je travaille maintenant
avec son excellence professeur Roubaix Doucet, c'est que c'est quelqu'un qui écoute même plutôt assez bien, puisque quand on amène un sujet même qui nous dépasse, il arrive toujours à trouver des solutions quand il s'agit de la diaspora. Et ça aussi, c'est un atout pour nous, d'avoir une capacité à traiter les problèmes concrètement. Et on a vu ce qui s'est passé en Ukraine, comment il a su trouver des solutions pour qu'on puisse sortir nos compatriotes de l'Ukraine dans un temps relativement limité, ce que d'autres pays n'ont pas pu faire. Donc tout ça pour dire qu'il faut se réjouir de ces atouts, de ces acquis que nous avons dans notre pays, remercier les autorités qui font tout cet effort-là pour la diaspora, même si aujourd'hui on n'a pas encore l'unanimité. Ce qui compte, c'est qu'on ait déjà le consensus sur un certain nombre de sujets et qu'on puisse continuer à travailler pour en tout cas les motiver, pour ceux qui croient déjà en notre pays à continuer, et pour ceux qui doutent à au moins se donner le droit de venir voir par eux-mêmes et venir juger par eux-mêmes que notre pays a évolué dans le terme, et que quand on a des projets maintenant en tête, on n'a plus aucune raison de ne pas essayer. Ce droit d'expérimentation que je voudrais proposer à nos compatriotes, pour ceux qui sont déjà en phase avec nous, ou pour ceux qui se diraient contre nous, qui essayent au moins de venir regarder concrètement ce qui peut se faire et comment ça peut se faire. Et je voudrais conclure en citant un mot du président Kennedy, qui a toujours été mon leitmotiv partagé avec les membres de la diaspora qui nous écoutent. Kennedy disait comme ça, dans une parole que je trouve un peu prophétique en termes de patriotisme, on ne peut pas se demander seulement ce que son pays peut faire pour soi, il faut aussi se demander ce qu'on peut faire pour lui. C'est une mission pour moi du patriotisme. Et je voudrais vraiment que plus en plus de gens dans notre diaspora s'approprient ce leitmotiv pour quel que soit ce qu'ils pensent par ailleurs, ils sentent au moins cette fibre patriotique qui leur permet d'agir pour l'intérêt de leur pays, d'agir pour l'intérêt des populations, parce qu'après tout, ce qui nous lie le plus entre Togolais, c'est le fait d'appartenir à un seul pays, le Togo. Merci infiniment, Monsieur Safiou Radji. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes le rapporteur de la Commission électorale indépendante du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Vous êtes également le coordonnateur du guichet Diaspora. Merci pour votre disponibilité et votre apport à cette émission. Nous espérons avoir contribué aussi au développement de notre pays, le Togo, et de toute l'Afrique. Merci à vous tous qui avez suivi ce numéro de votre émission à vie de la diaspora sur AfroWeb TV. Nos émissions seront en replay sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour étendre la grande famille des téléspectateurs de votre chaîne AfroWeb TV. Bonne suite de nos programmes. Que Dieu vous garde. Que Dieu bénisse le Togo. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb